Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Meetup Beyond Scrum Mastering. Donc ceux qui viennent pour la première fois, Beyond Scrum Mastering, c'est un espace qui a été créé pour partager autour de l'accompagnement d'équipes agiles, produits, au-delà de tout ce qui est pratique et méthode. Et voilà, de partager autour de tout ça. Et ce soir, on a invité Pablo pour venir nous parler des fondations, de ce qui n'est pas du Scrum. Pablo, je te laisse la parole. Ok, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on a un peu de temps, si j'ai bien compris. On a de 6h30 à 8h. À 8h pile, ça s'arrête. Je ne sais pas s'il y en a qui craqueront avant. Vous n'hésitez pas à craquer. S'il faut craquer, il n'y a pas de problème. Et on a un peu de temps. Et donc là, le truc, j'ai une série de slides. Désolé, je suis en plein déménagement. Et d'habitude, j'ai des petits cartons et je ne les ai pas retrouvés. Ils sont dans les caisses. Donc là, c'est des slides. J'aime pas ça, mais tant pis. J'ai une série de slides que j'ai déjà passées dans 2-3 conférences ou dans 2-3 événements. Et je me dis que l'intérêt, là, c'est déjà peut-être de le dire différemment. Et deuxièmement, d'en parler après tranquillement avec vous. Et j'ai des petits exercices ou des petites façons d'aborder la conversation. D'accord? Donc, j'essaye de faire une grosse demi-heure. Je pense que ce n'est pas nécessairement plus sur ces slides, qui sont quand même la même série que j'ai passée récemment, mais il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, il n'y a pas de souci. Poser les questions. Fleur m'a dit qu'elle relevait les questions dans le chat et que de temps en temps, je m'arrêtais. Est-ce qu'il y a des questions? Et on regarde ça. Et après, je vous propose et après, je vous lance sur la conversation. C'est une discussion sur les fondations. On va voir ce que ça veut dire. Et après, on essaye de se projeter sur les différents outils ou les différents ateliers ou les différentes approches pour dire, mais ça voudrait dire quoi dans notre quotidien? Et puis après, on se posera la question de savoir si c'est facile à mettre en œuvre ou pas. C'est bon, tout le monde m'entend bien? Pas de souci réseau, ça roule? Ok, je continue, merci. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est pratique pour moi, dans ma tête, ça se passe mieux. J'imagine que vous êtes mon équipe de coach, de Scrum Master, de facilitateur, de ce que vous voulez. Et un peu comme chez Binext et Octo, là maintenant, on discute et on se dit, bon, ben, ça serait bien de faire ça ou ça serait bien de faire ça. Et on se fait une sorte d'intervision et faites gaffe à ça là maintenant, s'il vous plaît, parce qu'on pense que ce serait important. Et j'en discute comme ça avec vous. D'accord? Et les slides, c'est les véhicules. Vous réagissez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. La discussion amène toujours des choses. Je partage ces slides. Et puis, donc, une grosse demi-heure. Et après, on essaye de l'ancrer dans votre vécu un peu plus, même si je pense que je suis quand même assez ancré dans un vécu quand je parle, là, avec les slides. Mais bon, c'est toujours différent quand vous abordez vos situations. Et je vous poserai 2-3 questions sur... on se challengera sur des outils ou des approches. Alors, normalement, ça partage là. Vous me le confirmez? Fleur, ouais, ok, impec. Vous voyez tout. Ah, pardon, en plus ça partage et ça roule tout seul. Merde, il faut peut-être que je regarde ça. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Donc là, récemment, j'ai fait une... Donc là, vous êtes mon équipe de coach, de Scrum Master, tout ça. À la limite, on commence en disant, bon, j'en ai marre, là, il faut qu'on discute. Déjà, c'est un métier pas facile. Hein. Je commence par cette parenthèse parce que j'ai eu 2-3 retours et des conversations avec des gens suite à cette même présentation. Et finalement, les échos que j'ai eus, c'est « Ah oui, les galères que tu mets en évidence, on les vit. » Donc déjà, c'est un métier pas facile. Hein. On est un Meetup Beyond Scrum Mastering, c'est un métier ingrat, où ce ne sera jamais grâce à vous, ce sera toujours grâce aux autres. Et il y aura toujours une temporalité difficile à gérer. Bon. Et on est quand même là pour être dans la gadoue, pour faire bouger des choses. Faire bouger des choses, c'est un truc très difficile. Donc, un métier un peu ingrat, qu'on adore, mais qui est ingrat. Et on a toujours des choses pour se recaler, pour se recalibrer et toujours s'interroger. Donc là, on se fait une conversation. On est en train d'être débordé par, par un mouvement qui est très embêtant et qui justement va complètement éviter les fondations, complètement éviter l'essentiel. Bon, d'une manière, avec Agile, ça c'est mon deuxième slide rapide, avec Agile, on a toujours des questions de Agile c'est bien, Agile c'est nul, Agile c'est mort, Agile c'est vivant.
Et notre problème actuellement, c'est ouais, mais comme Agile, c'est normal, hein, je fais des allers-retours sur mes slides. Comme Agile, c'est nul ou c'est pourri, ou on n'en veut plus, ou Scrum, ça marche plus, ou Kanban, vous nous faites chier, ou je sais pas quoi. Là, le truc qui m'embête beaucoup, et j'aimerais qu'on y soit tous attentifs, c'est tous ces gens qui commencent à dire, alors, les généralités, on fait attention, mais il y a des cas de figure où ça passe, hein, mais globalement, faites attention aux gens qui commencent à vous dire on revient au basique. Moi, quand j'entends on revient au basique, je vous demande juste d'être attentif. Est-ce que c'est pas juste on fait la surface? Est-ce que c'est pas juste on fait semblant ou on grime un peu les choses? Donc, no back to basic, ça m'énerve. Parce que c'est basique, ça ne veut pas dire revenir à l'essentiel, c'est l'inverse. Et j'aimerais qu'on dise revenir à l'essentiel, revenir aux fondations. Pour info, ce truc m'est parti dans la tête quand je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il faut faire gaffe, tous les gens qui utilisent Basic sont en train de, pas tous, mais la grande majorité sont en train de dévier et finalement, c'est un piège, finalement, c'est une entourloupe pour planter les choses. C'est rigolo, ça m'est venu d'un prof de guitare que j'ai. Et à un moment, je lui ai dit, ah oui, c'est dans tes cours de back to basic. Il m'a dit, ah non, pas basique, fondation. Et si la fondation n'est pas bonne, tu ne peux pas construire au-dessus. Donc, rien à voir. Un basique, c'est superficiel, de surface, qui n'a pas vraiment de poids à mes yeux. Fondation, c'est essentiel. Donc, quelques exemples. J'essaie d'aller vite pour qu'on ait surtout la conversation après. Et puis, comme toujours, il faut que je me chauffe, moi. C'est un peu le daily stand-up, c'est l'outil, c'est basique. Ça ne me dit rien, le daily stand-up. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, on en parlera après. Parce que là, l'exemple que je donne derrière, c'est une fondation, mais qui n'est pas liée au daily stand-up. Donc, typiquement, après, dans notre conversation, on va dire, ça serait quoi les fondations du daily stand-up? On en parle après. Là, à côté, c'est plus un exemple de fondation. Vous me dites, on fait un daily stand-up, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais dans les grandes lignes, je sais à quoi vous faites référence, mais je ne sais pas ce que ça veut dire dans votre contexte. Ça ne me dit rien. Quand quelqu'un me dit je fais des daily stand-up, je fais des sprint planning, vous le savez tous, hein, vous le vivez. Quand quelqu'un vous dit c'est bon, on fait de l'agilité, c'est un peu la question quiz. Vous ne savez absolument pas ce qu'il est en train de vous dire. C'est quand même un comble. Il vous dit ok, on fait du scrum. Quand quelqu'un vous dit on fait du scrum, vous savez ce qu'il veut dire? Enfin, vous voyez à quoi il fait appel comme référence, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Mais strictement aucune idée. Par l'inverse, si je dis une équipe auto-organisée, là, on commence à parler de choses qui font partie du modèle, qui font partie des principes sur lesquels on s'appuie. C'est fondamental. Okay. Je ne sais pas si je suis très clair là. Je vais voir après. Avoir un product owner, c'est pareil, ça ne me dit rien. C'est un affichage, en fait, hein, grosso modo. On est passé dans la mode où tout le monde était, on en sort un peu, mais on est passé dans la mode où tout le monde était product owner, où en gros, product owner, c'était le titre chapeau pour chef de projet. Là, maintenant, il y a quand même eu assez de râlage, où les gens ont assez râlé, pour que finalement, la question du product owner puis du PM se pose un peu différemment. N'empêche que quand on me dit j'ai des product owners, je ne sais pas ce qu'on me dit véritablement. Mais si on me dit on essaye. Là, je fais appel à un truc de Scrum. Je ne vous dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais c'est un truc qui sert beaucoup plus de fondation, de principe. Si on me dit on a séparé les responsabilités pour générer un équilibre entre ceux qui décident de quoi et pourquoi et ceux qui fabriquent le comment, ça m'intéresse. Ça peut prendre plein de formes, mais on est en train de parler de dynamique qui me semble avec une assise beaucoup plus importante et qui sont beaucoup plus liées à ce que l'on cherche à faire. Donc, la première chose, c'est ce basique. Je me méfie beaucoup du basique. Je me méfie beaucoup de l'affichage, naturellement. Enfin, en tout cas, vous aussi, hein, j'en doute pas. C'est le début de la conversation, mais on va voir justement comment est-ce qu'on essaye d'agir là-dessus. En tout cas, ayez une ampoule qui s'allume dans la tête rouge. La deuxième chose, c'est, j'entends aussi une autre façon de faire du mal à cette agilité, mais ils n'ont pas le choix, hein, on va y revenir, mais pourquoi les gens font du mal à l'agilité? Parce qu'ils n'ont pas le choix aujourd'hui. C'est un tel raz-de-marée
marketing ou si aujourd'hui une boîte ne dit qu'elle n'est pas agile, ça va changer bientôt, hein, je pense, mais elle se fait chambrer, elle passe pour has-been, etc., etc. La deuxième chose que j'entends dans ces simulacres d'agilité, c'est je peux adapter mes pratiques en fonction de ce que je recherche. Dans 10 minutes, je vais me contredire, parce que oui, ça pourrait être une bonne pratique. Malheureusement, dans 90% des cas où j'entends dire ça et j'observe, c'est juste une façon de faire son marché pour éviter les fondations. Pour éviter, on a besoin de séparer les responsabilités entre quoi, pourquoi et comment. Dans un cas de figure, pas toujours partout. On a besoin d'avoir un espace de synchronisation régulier pour savoir où on est. Vous voyez, ça va être ce type de principe de fondation. Ce qui m'embête avec le jeu Picor, c'est qu'on est en train de perdre complètement la cohérence de la pensée. Ça ne sert à rien de faire des itérations si derrière, vous n'avez pas des mesures régulières de ce que produisent vos itérations. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre comme exemple? Ça ne sert à rien de faire des PI planning, des quarterly planning, s'il n'y a aucun travail qui est fait sur les dépendances entre équipes. Donc, si vous vous amusez juste à picorer, faites attention aux clients, à nos clients qu'on accompagne, n'oubliez pas, on est la même équipe. Faites attention aux gens qui commencent à dire « je choisis ». Oui, on peut choisir. Si on a de la maturité, si on comprend pourquoi on choisit, j'y reviendrai. Et s'il y a de la cohérence dans l'ensemble des choses que l'on choisit. Bon. Tout ça, finalement, c'est résumé par une phrase que je sors d'une étude qui a eu lieu en 2006 et qui dit les gens copient les pratiques les plus visibles. Mais finalement, les pratiques les plus visibles, ce n'est pas les pratiques les plus importantes. OK ? Bon, je passe vite sur ces slides. Je vous fais la conversation rapidement, là, après, je vais creuser sur des choses. Bon, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas creuser pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas prendre les fondations? Bon, vous le savez tous, normalement, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de se dire tiens, je vais faire une équipe auto-organisée. C'est beaucoup plus difficile que de se dire je vais faire un daily stand-up. Faire un daily stand-up, n'importe quelle équipe peut en faire un demain. Avoir une équipe auto-organisée, ça prend du temps. Et même en plus, on peut se poser plein de questions sur c'est quoi auto-organisé, à partir de quand elle est auto-organisée, à partir de quand on estime qu'elle est auto-organisée, qu'est-ce qu'ils vont être, c'est quoi la fondation d'auto-organisé d'ailleurs? Ça peut être les poupées russes. C'est quoi la fondation de auto-organisé? Je ne sais pas, comme ça à chaud, je ne pensais pas dire ça, mais en disant ça, la fondation de auto-organisé, c'est qu'elle a un périmètre sur lequel elle décide par elle-même des prises de décision et comment est-ce qu'elle fonctionne. Et plus ce périmètre est étendu, pas forcément d'ailleurs, plus il est étendu, mais en tout cas, plus il est étendu, c'est peut-être pas la bonne réponse. Mais il faut que ce périmètre soit assez étendu pour qu'il y ait un sentiment de contrôle et qu'il y ait assez d'espace pour qu'il y ait l'innovation, pour qu'il y ait des surprises, pour qu'il y ait des choses nouvelles qui arrivent. Donc ça met du temps à arriver. Faire un daily stand-up, on en fait demain. Des biens, des mauvais, des qui servent, c'est une autre question. Donc il y a pas mal de ça. Un product owner, il suffit que je le nomme. À un moment, on s'amusait à dire on file un script, puis tous les chefs de projet deviennent product owner, tous les MOA deviennent PM, et c'est réglé. OK. Mettre en œuvre cet équilibre de responsabilité, alors il peut y avoir d'autres stratégies, ça c'en est une, entre le quoi et le pourquoi et le comment, ça c'est celle qui est proposée par Scrum. C'est une autre paire de manches, parce que tout d'un coup, ce n'est pas forcément les habitudes de la grande majorité des entreprises, et derrière se jouent plein de choses très importantes. Globalement, je fais des parenthèses, si on me demande de regarder une organisation et de voir si elle est intéressante et moderne, je regarde où se prennent les décisions, quel type de décision a le droit de prendre qui. Donc là, c'est un peu ça. Est-ce que les décisions sont partagées? Est-ce que les décisions sont déclinées au sein des équipes? Est-ce qu'il n'y a pas trop de centralisation? Est-ce qu'il y a un bon équilibre entre les forces en présence? Donc, ça, c'est des choses beaucoup plus importantes. Et vous voyez, je parlais de cohérence. Là, je viens de vous donner 2 exemples. Je ne pensais pas recreuser ça. Mais d'un côté, on voit que je parle
de décision entre le quoi, le pourquoi d'un côté et le comment de l'autre. Et juste avant, on parlait d'auto-organiser et on se rend compte que c'est une question d'avoir un cadre, un espace dans lequel on peut prendre des décisions et décider de comment est-ce qu'on organise le travail. Donc, on retrouve, si d'un côté, vous avez le quoi et le pourquoi et le comment qui sont scindés en deux, mais qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'auto-organisation par ces deux groupes sur la décision, ça n'a pas de sens non plus. Donc, on revient à cette question de cohérence. Je ne vous dis pas que la cohérence vous oblige à prendre tous les éléments d'un socle comme Scrum ou d'un socle comme Kanban ou d'un autre socle, peu importe. Je vous dis juste qu'il y en a quand même des séries qui vont ensemble. Donc, pourquoi les entreprises, le management, ça, il ne parle pas des entreprises, il parle du management. Les gens répliquent ce qu'ils voient et généralement, ils répliquent juste la surface et donc, on passe à côté du sujet parce qu'il y a quand même une vraie... C'est dur. Primo, c'est dur. Okay. Pourquoi est-ce que les entreprises plongent sur cet agile qu'on appelle beaucoup factice en ce moment? Parce que c'est facile et rien ne change. Là, on viendra, le rien ne change, on viendra sur le... Bon, ça, on s'en fout. Le rien ne change, on va y revenir, mais à partir du moment où je fais des trucs de surface, eh ben, vous savez, ce qu'on appelle cette homéostasie, ce qui veut dire, je pense que vous connaissez tous, mais je le redis, qui veut dire le fait que le système, que l'organisation revient toujours dans ce qu'elle est, dans sa nature, sans bouger. Enfin, surtout, elle ne veut pas bouger parce qu'au moins, elle a trouvé son équilibre et elle n'aime pas être déséquilibrée. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le fait que ça soit de surface, elle adore ça parce que ça lui permet de ne pas bouger. On va voir qu'il y a plein d'autres trucs derrière, politiquement, sur le management, sur le top management, de ne pas bouger, c'est intéressant. Et forcément, dès qu'on se met à toucher aux fondations, on déplace des lignes dans l'entreprise qui ont beaucoup de répercussions. Quand on dit auto-organisé, ben vous entendez tout de suite la répercussion sur peut-être la définition des jobs au niveau RH, donc potentiellement un changement de salaire, ou en tout cas même des relations avec les acteurs sociaux qui sont les syndicats qui changent, parce que tout d'un coup, il n'y a plus d'affrontements, les affrontements ou les lignes sociales et de décision sont différentes. Enfin, voilà. Et si on dit tout d'un coup le comment, il se sépare du quoi et du pourquoi, alors là, potentiellement, tout le système d'achat de l'entreprise est remis en question, potentiellement tout le plan de carrière, potentiellement toute la distribution des budgets, j'en sais rien. Donc, dès qu'on se met à attaquer les fondations, qui sont le cœur de la chose que l'on essaye de mettre en œuvre, ben ces fondations, elles touchent le cœur de l'entreprise aussi. Donc, ça bouscule plein de choses. Quand je regarde un peu ce que les gens m'expliquent avec ces objets de surface qu'ils appellent basiques, et quand je cherche à parler de ces fondations, de ces choses que j'appelle fondations, je me rends compte très rapidement de quelque chose dont je suis assez convaincu, c'est quand c'est compliqué à expliquer, c'est assez facile à faire. J'ai rien contre Ikea, mais le meuble Ikea, tu te dis au début du catalogue, tu dis waouh, ça va être chiant. Mais en fait, finalement, tu suis carré après carré, tu es incapable de l'embrasser tellement c'est compliqué dans son entièreté. Mais tu suis carré après carré et tu réussis ton truc. Safe, ce fameux poster de Safe, vous savez que je suis un grand fan de Safe. Ce fameux poster de Safe, ben finalement, on le prend carré après carré, on l'applique comme une recette. Et c'est facile à faire. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que ça porte des fruits. Je dis c'est facile à faire. Et à l'inverse, ce qui est facile à dire est très difficile à faire. Auto-organisons-nous. Donnons du feedback. C'est ce que je viens d'évoquer précédemment. Okay, ces fondations sont faciles à exprimer, elles sont dures à faire. Et à l'inverse, ces choses basiques de surface sont... Attends, je vais te donner le process du PI planning. Waouh, ça a l'air chouette parce que c'est compliqué. En fait, c'est facile à faire, ça n'amène pas forcément de valeur. Je ne vois pas mon slide apparaître. OK. Pourquoi est-ce que ces entreprises, et là je vais passer du management aux entreprises, le management de l'entreprise, n'avancent pas ou ils vont en marche arrière? Parce que ça ne les arrange pas du tout. Comprenez-les, généralement, c'est des entreprises qui dominent leur marché. Alors d'accord, elles comprennent que le marché change, elles comprennent que les lignes changent, mais elles ne sont pas encore vraiment en danger. Ou elles ne le sont, ou alors c'est un peu comme, c'est presque comme comme l'éco-responsabilité. Vous savez, en ce moment, tout le monde parle des limites de la Terre qui sont dépassées, qui nous mettent en danger.
Ce n'est pas palpable. On ne peut pas l'attraper. Okay, en plus, on est en train de parler de gens qui sont rentrés dans des entreprises qui ont plus de 20 ans, je ne sais pas s'il faut dire vieux ou pas, mais, et qui ont un plan de carrière. Alors attends, tu m'as promis que je rentrais dans l'entreprise et que je finissais dans l'entreprise et tout est prévu et tout d'un coup, les choses changent. Tout d'un coup, tu veux séparer les responsabilités entre quoi et pourquoi. Ça a un impact sur mon plan de carrière. Tout d'un coup, tu veux de l'auto-organisation. J'étais chef, je dirigeais. Tout d'un coup, je lead. Ça a un impact. On veut pas ça. Il y a plein de freins. Moi, je suis un très grand patron, pas moi, hein, la personne que j'imagine. Imaginez, je suis un très grand patron. J'arrive pour 4-5 ans. J'ai absolument pas j'ai absolument pas besoin de faire ces travaux de rénovation sur les fondations. Je fais des ajustements de surface, de la consolidation de surface. Donc tout ce qu'on, c'est pour ça que je commençais à vous dire que c'était un métier ingrat. On nous appelle rarement quand ça va bien pour aller encore mieux. C'est quelque chose qui ne traverse pas l'esprit des gens, et ça marcherait très bien. On nous appelle quand c'est la gadoue, quand ça ne marche pas. On nous appelle quand il y a plein de résistances, et ça, c'est les résistances de ces entreprises de plus de 20 ans qui refusent de changer pour plein de raisons humainement compréhensibles, mais qui posent beaucoup de problèmes. Donc, elles évitent, elles simulent. OK, donc là, les basiques, c'est typiquement la simulation. Essayer de contrôler, c'est je prends tel framework, je l'applique à la lettre, comme ça, j'ai un sentiment de contrôle. Éviter, je peux dire oui, enfin, il y a plein de stratégies. Qu'est-ce qui leur manque à ces entreprises, à mes yeux? Est-ce que finalement, c'est du courage qui leur manque pour attaquer leur fondation? Je ne pense pas, parce que je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu tout d'un coup quelqu'un dire bon, allez, on se prend par la main et on y va, et tout d'un coup, il y a un changement. En tout cas, je ne l'ai pas observé, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu chez des gens qui réalisent qu'ils sont au pied du mur, qui tout d'un coup voient que le danger est vraiment présent et que leur business model peut s'effondrer. Donc, le courage, je me le suis posé en question, c'est ça qui manque? Non. Alors, soit on croise déjà des gens qui sont inspirés, à mes yeux, clairvoyants. Je veux dire, ce n'est pas forcément la vérité, c'est mon point de vue à moi, c'est mes convictions. Et ça avance. Soit on croise des top managers qui ont besoin d'être mis un peu dans ce mode panique qui est évoqué par le changement d'un quater qui dit qu'il faut un sentiment d'urgence. Le courage, je ne l'ai pas vu se révéler, moi, aujourd'hui, donc je dirais non. Qu'est-ce qui est dur? En tout cas, qui expliquerait en tout cas, quand ils se mettent dans l'urgence ou quand ils sont déjà un peu clairvoyants à mes yeux, selon mes convictions, qu'est-ce qui est dur, en fait? C'est de désapprendre. Et ces grosses entreprises de plus de 20 ans, généralement, ce n'est pas des petites entreprises. Et la difficulté, c'est de désapprendre. On dit toujours, vous savez, il y a toujours, enfin, à mes yeux, hein, vous avez toujours ces questions, les gens ne veulent pas changer, si, ils veulent changer, mais si, mais ça. Ouais, je ne crois pas qu'il y ait de problème avec le changement, je ne crois pas qu'il y ait de problème avec le désir. On remet quand même en question complètement, pour certains, leur plan, leur vision de la vie, leur compréhension de leur carrière. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est tout d'un coup d'arrêter de faire le geste qu'on a fait pendant des années. Ça, c'est très dur. Donc moi, quand on pose la question, est-ce qu'il y a des transformations réussies pour les entreprises de plus de 20 ans? C'est pour ça que je mets plus de 20 ans en évidence. 20 ans, j'ai l'impression que c'est les vrais débuts de cette ère moderne, Internet, etc. On sort de l'an 2000, il y a l'explosion de Google. Je ne fais pas d'association avec le... Enfin, il y a le manifeste agile, il se trouve, mais voilà, c'est un symbole parmi d'autres. Et les entreprises qui ont vécu avant sont basées sur des schémas qui sont quand même très différents. Et donc, désapprendre pour elles, c'est très compliqué. Pour les nouvelles entreprises qui ont 10, 15 ans, il n'y a pas de problème. Elles sont nées un peu dans ce monde que l'on dit agile, qui ne cesse de bouger, qui demande un état d'esprit différent. Et donc, il y a beaucoup de problèmes. Là, je vous ai mis les transformations réussies pour les entreprises de plus de 20 ans. Moi, je vous dis non, parce que j'aime grossir le trait et j'aime confronter. Il y en a peut-être, mais en tout cas, c'est des ovnis. Enfin, il faudrait me les citer. Je ne sais pas. Alors, on a tous réussi à bouger des départements, des équipes, et très bien, hein.
aux personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, c'est quand même dur le job », comment tu saurais dire si on a réussi une transfo ou un accompagnement? Bah, je dis oui, c'est dur le job, c'est ingrat, le rythme est très compliqué, on n'est pas dans un rythme de cause à effet. C'est pas parce que je fais ça que j'obtiens ça, puis je fais ça, j'obtiens ça. Ça ne marche pas comme ça, c'est systémique, holistique, tout ce que vous voulez. On travaille pendant 2, 3 mois, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui s'est décalé et il y a un grand changement ou un petit qui se produit. Et puis après, on va attendre 1 mois ou 2 mois ou 4 mois, on ne sait pas. Il n'y a pas de cause à effet. Donc, c'est des traversées de désert et puis tout d'un coup, de gros oasis. Et donc, c'est un job ingrat. Je ne sais plus où j'en étais, merde. Je ne sais plus ce que je vous disais sur job ingrat. Bon, et je leur dis, oui, ah oui, ça y est, vos départements, qu'est-ce que c'est une transformation réussie? Ouais. Donc, quand on me pose la question, mais Pablo, on me l'a posé la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai encore en tête, ça voudrait dire quoi si j'ai réussi ma transfo ou pas? C'est super dur parce que je vous dis, ce ne sera pas grâce à vous, ce sera pas, si ça déconne, ce sera probablement grâce à vous. Et vous pouvez réussir à transformer 2, 3 personnes qui vous diront pendant des mois, des années plus tard, vous avez changé ma vie, comme vous pouvez réussir à bouger des départements, mais c'est quand même assez fragile, donc peut-être que 2 ans après, ça va s'effondrer à nouveau. Comme vous pouvez changer juste des équipes, ça va beaucoup varier. Mais si vous me demandez, moi, si j'ai réussi une transformation d'entreprise, par exemple, je vous dirais non. Des départements, oui. Des équipes, oui. Des personnes, oui. Une grande entreprise de plus de 20 ans, non. Est-ce qu'on peut aborder une grande entreprise de 20 ans en bloc? Je ne sais pas. Citez-moi, vous, s'il y en a qui ont réussi des transformations dans le chat, là, des transformations réussies d'entreprise de plus de 20 ans. Non. Donc, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'agilité. Je vous dis que ça essaye, ça vient, ça s'en va, comme la marée, comme le reflux, et que des entreprises beaucoup plus jeunes, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Elles n'ont pas à désapprendre. Okay. Donc, ce qu'on essaie de faire beaucoup, là, c'est travailler avec ces gens pour leur dire arrêtez, suspendez vos croyances. Et dans suspendez vos croyances, il y a arrêtez d'aller voir ce que vous voyez chez les autres, arrêtez d'appeler basique un truc qui n'est uniquement superficiel et que vous avez vu chez les autres. Le travail se trouve ailleurs. Et c'est pour ça que je vous recommande dans votre pratique d'utiliser beaucoup le mot expérimentation. Pourquoi le mot expérimentation est important? Parce que tout d'un coup, les gens se disent si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je peux revenir en arrière. Donc, je me sens autorisé. Donc, ça m'aide à suspendre mes croyances. Donc, ça m'aide à essayer. Dès que je trouve un mot qui met dans la tête des gens qu'on peut essayer, ça m'intéresse. Et une des fondations de ces approches agiles, c'est typiquement de travailler sur des… Pourquoi est-ce qu'on travaille sur des petits espaces? Pourquoi est-ce que Scrum demande des itérations? Pourquoi est-ce que Kanban demande du limite du travail en cours? Pour travailler sur des petits éléments. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur des petits éléments? Toutes ces questions, il faut se les poser constamment. Si on veut faire un bon accompagnement, il faut constamment se poser toutes ces questions. Pourquoi est-ce que Scrum nous demande des itérations? Pourquoi est-ce que Kanban nous demande de limiter le travail en cours? Parce qu'il nous demande, bon, le plus évident, c'est la première réponse, c'est parce qu'il nous demande de valider ou d'invalider nos hypothèses rapidement. Tiens, on s'est dit que c'était ça qu'il fallait faire. Ben, on va gérer le risque. Au lieu d'attendre 6 mois pour le valider, ben, on va aller droit au but. On va essayer de sortir quelque chose qui permet de le valider, qui a du sens, qui est autoporteur. Et tac, on voit et on rebondit. On a du feedback. Hop, d'accord? Et Kanban, c'est à peu près pareil. Plutôt que diluer le travail partout, on finit quelque chose. Comme ça, on apprend. OK. Mais vous pourriez avoir une deuxième explication sur les fondations. C'est ça, c'est là que je fais allusion là, qui est, ben, moi, si je travaille sur un truc de 2 semaines, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise pour prendre des décisions dessus. Si je travaille sur un truc de 1 an, là, en fait, j'ai une méga épée de Damoclès autour de la tête et je ne peux pas vraiment prendre de décision. Donc, je prends une décision qui est faite pour autre chose que pour le bien de ce que je suis en train de faire. D'accord? Donc, expérimentation. On est confronté à ces entreprises qui veulent faire de la surface parce qu'elles sont complètement déstabilisées par cette approche agile qui leur demande de changer complètement leur façon de penser et ce n'est pas du tout dans leur culture. Je ne crois pas au courage, mais par contre, mettez en évidence que c'est très difficile de désapprendre et donc on va essayer quand même. Et pour ça, il faut qu'on réussisse des expérimentations et surprendre les croyances. Ça, c'est une chose. Autre chose, je suis surpris de l'ordre de mes slides. Je me demande s'il n'y a pas eu un jeu, s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a planté là-dessus. Donc, désolé pour l'ordre un peu chaotique de mes propos. Qu'est-ce qu'il dit ce slide? On a un autre problème dans nos explications, c'est que ça revient un peu tout à l'heure quand on a dit tiens, j'ai le droit de prendre un peu ce que je veux.
je vous ai dit, bon, dans 10 minutes, je vais peut-être me contredire, mais c'est généralement mal fait. Les gens qui vous annoncent qu'ils prennent ce qu'ils veulent, en fait, ils sont juste en train de vous dire, j'essaye de simuler cette approche de pensée agile, et donc je prends ce qui m'arrange, qui est assez facile pour moi de faire semblant pour que je puisse dire à mon chef, c'est bon, on est agile, puisque là, on est vraiment dans un effet de mode. Okay, là, c'est un truc à peu près proche. Et là, je vous ai dit non, on ne peut pas. Ben non, il faut de la cohérence. C'est compliqué à tenir comme discours parce qu'on n'arrête pas de dire aux gens qu'on a une approche émergente, adaptative, et puis tout d'un coup, on leur dit ben non, les gars, faites pas. Vous êtes obligés de faire des trucs ensemble et cohérents, vous êtes obligés de faire un peu tout ça. Ok, donc on est. Alors, attends, ils nous rentrent dedans, ils nous disent mais alors attends, d'un côté, tu me dis que c'est adaptatif, émergent, et de l'autre côté, tu me dis que je ne peux pas prendre ce que je veux, Pablo. Qu'est-ce que tu me racontes là? Elle est où ta cohérence? Donc c'est vrai qu'on a une difficulté là-dessus. Et c'est vrai que dans le fond, s'ils avaient de bonnes intentions, ils pourraient prendre ce qu'ils veulent. Ils pourraient prendre ce qu'ils veulent si, au lieu d'adresser la surface, ils adressaient le fond, la fondation. D'accord? Donc, quand on essaie d'expliquer les choses, en fait, ce qui se cache derrière, c'est il y a pas mal de gens qui aimeraient qu'on applique stricto sensu les choses pour qu'on puisse les vivre. Et en les vivant, on comprend ce qui se cache derrière, parce que quand on dit aux gens il faut de l'émergence, ben, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Quand on dit aux gens il faut des équipes auto-organisées, tant qu'ils ne l'auront pas vécu, c'est quand même difficile à appréhender. Tant, tant que personne n'a vécu le fait de sortir un, je vais dire beau MVP, je ne sais pas si c'est un terme qu'on a le droit encore d'utiliser, mais les bienfaits et les contraintes et les difficultés de sortir un MVP, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile. Donc, gardez en tête qu'on est dans une position difficile. On demande aux gens de faire de l'émergence, de l'adaptation, mais en même temps, ils n'ont aucun repère. Donc, ils aimeraient appliquer des choses. Malheureusement, ils appliquent des choses de surface. On aurait une stratégie qui serait appliquons stricto sensu pendant 3 mois, faisons-le vivre dans une entreprise, et après, on leur demande de faire leur choix. Là, leur cohérence serait bonne, très probablement. Par contre, autant se le dire, je n'ai jamais croisé un contexte qui m'a permis d'appliquer stricto sensu pour infuser pendant 3 mois ou 4 mois, par exemple. Je pense qu'il faut bien 3-4 mois pour un minima vivre quelque chose. On y reviendra. Donc, du courage, ouais, de la chance, peut-être. Là, je suis un peu provocateur. Je dis il faut lire les bons livres, il faut trouver les bons coachs. Donc, on ne va pas se leurrer. On a quand même un vrai problème de coaching. Alors, quand je dis il faut trouver les bons coachs, des fois, les gens disent mais moi, je suis bon ou je suis mauvais. Ou c'est quoi un bon coach? Donc, je suis assez de l'école Radical Candor, qui est on dit ce qu'on voit de façon assez candide et de façon assez radicale. Donc dans les équipes de coaching, typiquement chez Binext et j'espère chez Octo, quand on fait Radical Candor, les gens ont toujours besoin d'une phase d'adaptation. La première fois, tu leur dis, bon, ça, c'était pas bon. Hein. La première fois qu'on entend ça, c'était pas bon. Moi, le premier, quand on me dit ça, quel connard, celui-là déjà. Et il est en train de dire que je suis pas bon. Ok, passe un temps. Et quand la personne a entendu 5 fois, ça, c'était pas bon. Et quand la personne a entendu 7 fois, ça, c'était super. Au bout d'un moment, elle réalise qu'on n'est plus en train de parler d'elle, mais on est en train de parler des actes, primo. Et donc, avec du temps, ces approches de Radical Candor, avec du temps, ça fonctionne, mais avec du temps. Et au début, ça frictionne quand même. Bon. Donc, quand je vous dis il y a des mauvais coachs, oui, il y a des mauvais coachs. Plein. Et ça nous pose un vrai problème? Oui, ça nous pose un vrai problème. Parce que non seulement on a des clients qui nous demandent de simuler ces approches, mais en plus, on a des gens qui sont super contents de rentrer dans le jeu de la surface parce que ce n'est pas un boulot facile. Donc, c'est beaucoup plus facile d'accompagner un daily stand-up tel que n'importe comment que de se poser la vraie question de ce qui se cache derrière. Bon, après, ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde a des cycles et que tout le monde que je vais estimer mauvais,
peut devenir très bon après. C'est jamais définitif. Et à l'inverse, moi, le premier, je peux être très bon dans certaines situations, catastrophique après. J'ai moi-même mes cycles de bon, de pas bon, etc. OK ? Mais on a quand même un devoir, là, aujourd'hui, je trouve que ça s'effrite un peu complètement notre devoir d'exigence de coaching. Premier truc qui ne nous sert pas, c'est les titres que je vois un peu partout, là. Moi, je m'attendais à voir sur nos titres coach agile, facilitateur, consultant, Scrum Master. OK ? Pas de problème avec tout ça. Et puis, je regarde sur LinkedIn, je vois créateur d'écosystèmes résilients, jardinier des possibles. Enfin, vous voyez, vous l'avez à l'écran. Pour tout vous dire, il y a un de mes anciens titres là-dedans. Donc, je me mets dans le tas. On a un problème de crédibilité. On est en train de vouloir, à mes yeux, on devrait aborder les entreprises en leur disant on arrête de simuler. Si vous le voulez vraiment, il faut sortir du basique, il faut sortir de l'approche de surface. OK, suspendons nos croyances et essayons de travailler sur des fondations pour vraiment voir ce qui se passe et une certaine cohérence. Mais je cultive l'épanouissement. Je n'ai pas la fin, moi, sur mon écran. Je suis humain. Mon titre, c'est humain. On a un souci là quand même. D'accord ? Ça ne nous aide pas. J'aimerais qu'il y ait plus d'exigences dans le milieu du coaching. Ah, je vois que dans le chat, il y a quand même 15 questions. Il fallait peut-être que je m'arrête. Vas-y, Fleur. Oui, non, il n'y a pas 15 questions, il y a des commentaires au fur et à mesure. Il y a effectivement quelques... Salaud, connard. Non, ça va. Je propose de commencer du coup par la plus récente, ça va peut-être plus de sens. Alexandre, est-ce que tu veux prendre le micro pour la poser directement? Ou je continue et vous les posez tout après, comme vous voulez. Hein. Est-ce que faire un changement profond et rapide d'une vieille entreprise, c'est ça? Oui, n'est pas le Pas meilleur le meilleur moyen pour elle? J'en sais rien. J'en sais rien, ça va dépendre. Ça va dépendre de plein de critères que je suis absolument incapable de projeter par avance. Ça dépend de son business model, ça dépend de elle-même, son contexte financier et de sa concurrence. Ça dépend de comment est-ce qu'elle aborde son changement profond et rapide. Bah, ce que je comprends derrière ta question, c'est l'imposition. Si on arrive et que on l'apprend de façon très perpendiculaire et qu'on impose plein de trucs de surface sans queue ni tête, sans explication, on fait énormément de dégâts. Mais ce n'est pas lié à un changement profond et rapide d'une vieille entreprise. C'est comment est-ce qu'on aborde les choses, comment est-ce qu'on le travaille. Et il y a peut-être des entreprises, même vieilles, où il pourrait y avoir des changements profonds et rapides. Changement profond et rapide, on comprend quand même que c'est un peu antinomique. Hein, d'accord ? Il faut du temps pour du changement, mais dans ta question, ce que j'entends, c'est... Enfin, je parlais surtout des... je ne sais pas si on m'entend, Oui. mais je parlais surtout... Enfin, j'avais en tête plutôt... quand on parle des fondements, finalement, quand je dis profond, c'est plutôt des fondements, donc qui sont des choses qui sont assez déjà compliquées à expliquer pour des gens qui ne connaissent pas. Et en plus, si on veut le faire, voilà, si on prend toute une entreprise, modifier toute une entreprise dans ses fondements, c'est quand même très déstabilisant, peu importe qui le fait en fait. Alors, ce que je propose, c'est on ait la conversation après parce que je vois l'heure. Par contre, il y a un truc que je retiens dans ce que tu as dit auquel je ne suis. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je voudrais que vous y fassiez attention et je suis pas d'accord finalement si. Les fondations ne doivent pas être compliquées à expliquer. Ce que j'ai dit, c'est que dire alors. Tu as peut-être raison. Quand je dis auto-organiser, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'auto-organiser, c'est facile à dire, c'est difficile à faire. D'accord ? Et auto-organiser, ça peut cacher plein de choses. Il n'empêche que si on ne réussit pas à avoir un langage simple pour exprimer les choses, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Donc, il faut se débrouiller pour avoir un langage simple. Ce n'est pas parce que c'est une fondation que ça doit être ardu à expliquer. Ça va être ardu à faire. Ce n'est pas ardu à expliquer, c'est ardu à faire. Auto-organiser, ça veut dire que l'équipe a un espace de décision assez conséquent sur lequel elle décide par elle-même comment elle fonctionne. Je dis beaucoup dans mes accompagnements cette fameuse phrase « vrai ou pas vrai » de Einstein. Si tu ne sais pas l'expliquer à un enfant de 8 ans, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. L'auto-organisation, c'est l'équipe a un espace de décision assez conséquent sur lequel elle a la main. C'est dur à faire, mais ça ne doit pas être dur à expliquer. Le boulot du Scrum Master, du coach, du consultant, du facilitateur, c'est ça.
D'accord? On va voir après ce qui me semble important dans la mise en œuvre. Je suis désolé, finalement, je change ma stratégie, je vais au bout et après, on verra les questions. Ça te va, Fleur? Oui, ça me va. Ok. Autre chose sur lesquelles, si vous êtes mon équipe, ce n'est pas une question de possession, c'est les gens autour de moi. On arrête les conneries avec le sketchnoting. Hein, regardez, vous êtes devenus fous. Historiquement, c'était ça. Ça, c'est Dan Rome. J'aime beaucoup les vieux bouquins de Dan Rome. Et là, maintenant, c'est devenu ça. Ah, pardon. Faut arrêter les conneries, quoi. Ça ne sert plus à rien, plus à personne. Ça n'a pas de sens. Ça organise une conversation bien harmonisée avec des points clés. Okay. Pourquoi est-ce que, en ce moment, c'est la grande mode des serious games, des icebreakers, tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a ce délire-là? Pourquoi est-ce qu'il y a ce délire dans ce monde de l'accompagnement agile? Je pense qu'il y a ce délire parce que les gens souffrent trop. Parce que c'est trop dur. Parce que quand tu te prends le mur de l'organisation qui ne veut pas bouger pendant des mois et des mois et des mois, et que tu n'as pas le choix parce qu'il faut que tu touches un salaire pour nourrir ta famille, ben, tu cherches un échappatoire. Tu cherches un espace où tu vas pouvoir quand même te faire plaisir un peu. Sinon, c'est un boulot très ingrat. Donc, tu abandonnes, tu commences à faire du serious game ou tu commences à... J'ai rien contre le serious game. Ce qui m'embête, c'est qu'on le fasse partout, à toutes les sauces, et que ça devienne le nerf de la guerre. Non, le nerf de la guerre, c'est d'appliquer les fondations des modèles auxquels on croit. Et le sketchnoting, c'est comme c'est comme un truc qui a muté un peu partout, qui s'est répandu n'importe comment pareil. C'est des espaces que les gens ont pris parce qu'ils sont complètement bloqués par les murs fictifs des transfos d'organisation. Je continue. Donc tout ça, c'est pas gai. Hein. D'un côté, on a les organisations qui ont beaucoup de mal à bouger et tant qu'elles ne seront pas vraiment, vraiment, vraiment au pied du mur, mais quand elles sont vraiment, vraiment, vraiment au pied du mur, on imagine que ce sera peut-être trop tard pour elles et ce sera trop tard pour bouger. Et de l'autre côté, nous, on se prend les murs, on devient un peu taré, on commence à avoir des déviances. Donc, OK. Et en septembre dernier, donc Dragoche, avec une équipe autour de lui qui organise la School of Product, il fait venir Jeff Patton, qui vient régulièrement. Donc, on se croise, on se connaît maintenant. Et dans les couloirs, il vient me dire... En gros, il vient se lamenter, il me dit, mais Pablo, vous réussissez, vous, les transfos? Je vous réponds ce que je vous ai répondu tout à l'heure. Je dis, non, c'est super dur. Hein. En tout cas, dans ce type d'entreprise, il me dit, non, nous non plus. Okay, Jeff Patton, nous non plus. Nous non plus. En fait, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas aller au-delà. Ils ont trop à protéger dans leur parcours, dans leur quotidien. Il me dit, tiens, je voudrais dire ça, tu peux me le traduire en français, s'il te plaît? Et je dis, OK, c'est quoi? C'est une expression qui dit... En fait, il va falloir d'attendre qu'il y ait des dirigeants qui meurent pour que ça puisse changer. Le changement ne vient qu'avec le corbillard. C'est un peu violent, mais on dit toujours, voilà, l'idée c'est, tant qu'il y a une certaine population qui sera là, ça ne bougera pas. On me dit, alors quand j'en parle, on me dit aussi beaucoup, oula, méfie-toi des jeunes aussi. C'est pour rester dans le positif. Il y a un autre, paramètre là-dessus auquel ça me fait penser tout de suite quand on dit, mais tant qu'il n'y a pas un renouveau de la classe dirigeante, on aura ce souci. On pourrait regarder aussi l'espérance de vie des entreprises. Donc, si vous allez voir un peu une durée de vie moyenne d'une entreprise, il y a 50 ans, c'était 60 ans. Aujourd'hui, c'est 20 ans. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais il y a quand même une vraie baisse. Donc, est-ce que les entreprises vont mourir? Est-ce que les grosses banques pour qui certains d'entre vous travaillent vont mourir? Non, je ne crois pas. Parce qu'elles sont devenues tellement structurelles pour la France que si tout d'un coup, il y a une de ces grosses banques qui disparaît, en anglais, on dit too big to fail. C'est trop gros, ça ne peut plus disparaître. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Il leur arrive quoi, en fait? Elles ne réussissent plus à embaucher. Donc, en fait, elles vont peut-être quand même s'effondrer de l'intérieur. Elles ne vont pas disparaître, mais elles ont quand même vraiment des grosses difficultés en ce moment. Vous savez, on est au moment du Great Resignation aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Avec le Covid, tout le monde se pose des questions et tout le monde se dit, est-ce que je ne démissionnerai pas pour faire autre chose?
parce que ça a quand même chamboulé des vies. Et donc voir disparaître des entreprises, je ne sais pas. Le Covid, quand même, questionne cela, parce qu'il y a, comme toujours, il y a 3 ans, si on se disait, ben, tiens, demain, on ne sort plus de chez nous, on est obligé d'avoir des masques et les bars sont fermés, on n'y croit pas. Pour ça arrive. Et donc, les business models sont complètement changés. Donc les patrons qui nous disaient avant, ah non, mais c'est bon, ça n'arrivera pas, ils ont perdu cet argument-là. Par contre, ces grosses entreprises, qu'elles s'effondrent, je ne le souhaite pas, d'abord, primo. J'aimerais qu'elles changent et qu'elles s'adaptent. Deuxièmement, je pense qu'elles sont trop grosses structurellement pour vraiment s'effondrer, mais par contre, elles vont être confrontées à des choses très, très, très difficiles. Ça me fait penser à autre chose, là. Désolé, je fais un petit retour arrière. Pourquoi est-ce que c'est si dur aussi pour nous? Il faut bien réaliser que, comme on tourne en rond, on réfléchit, et comme on n'est globalement pas déconnant, on trouve des trucs intéressants. Donc, vous avez une nouvelle méthode, vous avez une nouvelle approche, vous avez une nouvelle idée. Et ça avance, ça avance. Mais les entreprises que l'on accompagne, elles avancent beaucoup plus doucement. En fait, on devrait arrêter de réfléchir. On a tous les moyens, on a toute la connaissance pour justement faire tous les bénéfices sous-tendus de l'agilité pour les entreprises. Notre difficulté, elle est sur ce changement, sur ce désapprendre, sur s'expliquer les fondations, sur bouger ces lignes-là. Notre difficulté, elle n'est pas de trouver le nouveau framework, elle n'est pas de trouver la nouvelle théorie. Et on s'invente des choses, et on se réinvente des nouvelles approches, mais elles sont toutes en train de redire la même chose. C'est des échos, des approches un peu différentes. Elles rappellent toujours toutes les fondations de comment est-ce qu'on réagit à ce monde agile, mais les entreprises ne vont pas aussi vite. Ça aussi, c'est très frustrant. Dessous, là, vous avez vu, j'ai mis agile, parallèle capitaliste. Il faut que j'accélère, je parle trop, il faut qu'on discute. Juste une petite parenthèse, n'oubliez pas que l'agile, c'est quand même un truc parfait pour répondre au monde capitaliste dans lequel on vit. Bon, j'en dis pas plus, là, j'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce que c'est qui va être important pour moi et j'aimerais que ce soit important pour vous? Ben, si on veut vraiment faire les choses, il faut avoir le courage de quitter quand les gens ne veulent pas. Si personne ne quitte, ben, c'est normal qu'ils continuent à faire des trucs de surface. Vous avez tous le droit de me renvoyer dans la figure, t'es bien gentil Pablo, toi, tu es dirigeant d'entreprise, tu ne crains pas grand-chose sur ton salaire, sur ton toit, et vous avez raison, donc d'où la pyramide de Maslow, pas de problème. OK? Mais attention, on est quand même vraiment un très beau fournisseur de bullshit jobs. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin de David Graeber. On est quand même beaucoup, beaucoup à nourrir la bête en nourrissant le superficiel et l'homéostasie en faisant semblant. OK, donc on en prend conscience et on essaie de travailler là-dessus. Moi, ce que je dis aux équipes, c'est vous passez à minima 3-4 mois. Vous ne passez pas 2 semaines et avec beaucoup de morgue, vous dites « Ah non, mais vous êtes nul, vous ne le ferez jamais » et vous vous cassez. Ce n'est pas le job non plus. Il faut de l'humilité. On n'est pas là pour donner la bonne parole. On est là pour observer un contexte. On est dans de la gadoue et on est là pour que les choses changent. Peut-être minimes, peut-être énormes, mais on est là pour que les choses changent. Donc, on se donne le temps d'observer ce qui se passe avant de bouger. Donc, pas d'orgueil mal placé. On ne se fait pas 3 semaines en disant que le client est nul et on se casse. Ce n'est pas ça du tout, le job. On se donne au moins 3-4 mois. Moi, d'où je le sors, d'observation. À 3-4 mois, je me rends compte quelle est l'intention de ces 3-4 mois. Je me rends compte quels sont les moyens mis en jeu et l'intention qui est derrière. Okay, en 3-4 mois, je vois s'il y a une formulation assez claire ou un acte assez clair qui permet de me remettre un jeton dans la machine et d'y aller. On repart pour 3-4 mois. Ça peut être un petit truc comme ça peut être un gros truc. Donc, généralement, dans les coachs des équipes, là, je leur dis, tu passes au moins 3-4 mois. Tu rigoles, ça va être super galère. Tu passes 3-4 mois. Et des fois, le super galère se révèle génial. Des fois, le super galère est effectivement super galère. Et là, au bout de 3-4 mois, tu dis, OK, j'arrête. D'accord. Okay. Et on se donne un calendrier glissant de 3-4 mois. 3-4 mois, c'est ce qu'il faut pour se dire, ça bouge encore, ça ne bouge plus. Peu importe la taille du ça bouge. Autre chose, donc, et on va y revenir après dans notre conversation, basique différent de fondations. Exprimer les fondations. Tout à l'heure, je vais vous demander, c'est quoi les fondations d'OKR? C'est quoi les fondations d'User Story Mapping? C'est quoi les fondations de Jira? Et on travaille là-dessus, on ne travaille pas sur Jira, on ne travaille pas sur les OKR, on ne travaille pas sur User Story Mapping.
On s'en fout de ça. On travaille sur les fondations. C'est là-dessus qu'il faut bosser. Autre chose que je dis beaucoup aux équipes, c'est arrêtez d'avoir une vision noir ou blanc, le bien, le mal, confrontant, bienveillant. Il y a plein de choses assez inattendues qui se produisent très, très régulièrement. Il y a plein de bienveillants qui amènent beaucoup de mal. Il y a plein de confrontants qui amènent, ce n'est pas l'opposition de bienveillant. Il y a plein de confrontants qui amènent beaucoup de bien. Il y a plein de mal qui amènent beaucoup de bien. Il y a plein de bien qui amènent beaucoup de mal. Je vous recommande des lectures, ça fait très name dropping ou à la con, là, les sous-titres, mais allez lire des trucs de Nietzsche sur le bien et le mal, au-delà du bien et du mal, ou la généalogie de la morale. Vous verrez, il donne pas mal d'exemples qui sont assez frappants. C'est très facile à lire, Nietzsche, c'est pas du tout un télo. Et je cite souvent un exemple. Moi, je fais un séminaire où tout le monde est super content, tout le monde sort ravi. D'expérience, c'est mes séminaires ratés qui n'ont aucun effet derrière. C'est quoi un séminaire réussi? La fondation d'un séminaire réussi, ce qui compte derrière, c'est quoi? C'est que le séminaire est un impact. Je sais pas, après, ça va dépendre des contextes. J'ai souvent vu que les séminaires où tout le monde était content du début à la fin, où tout le monde était bienveillant et on se rigolait tous, n'amenaient rien parce qu'il y avait une sorte de complaisance. Pourquoi? Parce que probablement on flattait l'homéostasie, on flattait l'inertie et on faisait que des choses de surface. Et je me suis rendu compte que des séminaires où je me disais « Merde, t'as déconné, t'as été trop loin », globalement, je vous assure que j'essaye de ne pas aller trop loin. Les gens disent « Ah, Pablo, tu pousses un peu ». J'essaye vraiment de ne pas aller trop loin, de faire attention à tout le monde. Et des fois, je me dis « Merde, tu as été trop loin, tu as trop désarçonné, tu as trop été un peu pushy ». Et généralement, ça se révèle, donc ça ne m'aide pas dans ma communication avec les gens, mais ça se révèle, ça amène des choses. Les séminaires où il y a une tension soulignent qu'on est en train de travailler sur une ligne. Le problème, c'est que s'il y a trop de tension, ben ça explose et ça casse et c'est contre-productif. Donc, il y a un fil sur lequel ils font jongler qui est compliqué. Là, je ne le vois pas parce que j'ai l'écran devant, mais je crois qu'il y a écrit Socrate aussi. Qu'est-ce que je vous dis avec Socrate? C'est Socrate, la maïeutique, l'art d'accoucher. Alors, ça y est, on est dans le truc tout doux. Je vais te poser des questions et tu vas voir, ça va venir tout seul. Alors, la maïeutique, c'est quand même l'art d'accoucher. L'accouchement, ce n'est pas un truc qui se passe en douceur habituellement. Je ne sais pas combien vous en avez vécu, pas combien vous avez assisté, mais primo. Deuxièmement, je vous encourage, par exemple, en ligne, vous tapez Charmide, Charmide de Socrate. Vous avez un audiobook, comme ça, vous ne faites pas chier, c'est très rapide à lire, ça dure 30 minutes, si vous l'avez en audiobook, et vous allez entendre Socrate. Enfin, Socrate dans la bouche de Platon, Charmide de Platon. C'est toujours Socrate dans la bouche de Platon. Et vous allez voir que c'est un... il essaye juste de piéger les gens et il essaye de les coincer et il pose des questions avec beaucoup de sarcasme. Donc ne tombons pas dans l'image bisounours de on doit être bienveillant, on doit faire que le bien, on doit être doux. Non, il y a plein de choses qui viennent. Je ne vous dis pas de faire le mal et d'être dur. Je vous dis d'être confrontant et de ne pas être naïf et n'ayez pas peur des tensions. D'accord ? Et après, un dernier point, mais je ne suis pas sûr que ça soit très pertinent. Donc, on va... Dernier point, je le fais très vite. J'essaie toujours de m'interroger quand je fais quelque chose, pour qui je le fais? Je le fais pour moi? Ah, ça serait cool d'apprendre ça. Bah, tiens, je vais profiter du client pour l'apprendre. Je le fais pour mon client. Tiens, ça va rendre service à celui qui m'a passé la commande, qui est le responsable du département. Ou je le fais pour véritablement suivre l'objectif. Donc là, ça peut être un peu vicieux parce que, vous voyez, vous pourriez très bien faire des actions pour effectivement qu'il y ait l'auto-organisation qui se mette en place. On va dire que c'est ça l'objectif. Mais vous pourriez faire des actions pour que le leadership de la personne qui vous a passé la commande soit plus fluide, ce qui n'est pas trop mal non plus, mais ce n'est pas forcément l'objectif. D'accord ? Donc, dans ma tête, je dis toujours, qu'est-ce que veut l'organisation ? Ça peut être un peu vicieux parce que ça peut être un joker pour dire, en fait, qu'est-ce que tu veux, Pablo ? Enfin, il faut que je fasse attention avec... Je suis un danger pour moi-même, il faut que je fasse attention en disant c'est quoi le véritable objectif, à pas en fait passer à nouveau ce que j'ai envie qu'il arrive. Il ne faut pas que ça me coupe de véritablement qu'est-ce qui est en train de demander l'organisation. Et l'autre niveau, c'est est-ce que j'agis au local, au niveau de l'organisation ou pour le reste du monde. Et après, je me suis amusé. On ne va pas en parler là, ce n'est pas le sujet.
à me faire une première ébauche pour me dire, mais en fait, si j'arrête pas de faire des trucs locaux qui m'intéressent, je me fais ma com, en fait. Hein. Ou quand je vais faire une conf pour dire, regardez le CI/CD qu'on a mis en place, en fait, ça rend peut-être absolument pas service à l'organisation que j'accompagne, mais ça me fait ma com. Enfin bon, je vous enverrai des liens si vous voulez là-dessus pour creuser ça un peu si vous avez envie. Donc, je continue la conversation. J'ai coupé les slides exprès et on va rentrer dans la conversation. Alors, il y avait quelques questions dans le chat, mais pas tant que ça. Tu as répondu tout à l'heure à celle d'Alexandre. Après, il y en a au tout début, il y en avait une de Greg sur est-ce qu'on n'a pas déjà initialement un problème de sémantique? Par exemple, un product owner est un métier du marketing initialement, responsable produit. Je ne sais pas, Greg, si tu veux compléter sur ce que tu voulais dire par là. Ouais, bonsoir tout le monde. Du coup, l'idée c'est que on retrouve dans le vocabulaire, que ce soit chez Scrum ou dans l'agilité, ou même le terme d'agilité, on retrouve une sémantique qui existe, puisque l'agilité, c'est l'habilité à changer rapidement. Je ne sais plus exactement le terme du Larousse, mais voilà, ça a un sens dans le vocabulaire commun. On vient y apporter autre chose avec le manifeste. Pareil, sur les rôles dans Scrum, l'un des rôles, alors pas Scrum Master, ça va. Je crois que celui-là, ça va. Il n'existait pas avant. Mais un responsable produit ou dans le monde du marketing, un product owner, c'est quelque chose qui existait aussi. On se confronte avec un vieux référentiel et un nouveau référentiel qu'on va apporter. Non, tu aussi, tu n'es pas d'accord. Non, non, parce que tout le monde ne va pas être conscient que c'était un terme qui était utilisé avant, moi le premier, pour info. Et finalement, le terme, chacun a son référentiel vis-à-vis de Scrum. Non, par contre, le problème que tu soulèves, et ça peut être un très bon point de départ, à un moment, je m'étais amusé à demander aux gens, ne dites pas votre outil. Parce que si vous dites Jira, je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Si vous dites Product Owner, je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Donc, dites plutôt une phrase qui explique. Donc, au lieu de dire Product Owner, même Scrum Master, c'est quoi Scrum Master en une phrase ou deux? Vous diriez quoi? Parce que là, logiquement, on est en train de questionner les fondations. Alors, vous allez me dire, vous me diriez quoi? Allez-y, prenez la parole, celui qui veut là. Au lieu d'appeler Jira, alors on va commencer avec Jira, c'est plus facile ou plus dur. On ne dit pas Jira. Allez, on s'amuse, on fait l'atelier, on dit pas, on nomme pas l'outil, on ne dit pas Jira, on dit quoi? C'est une petite fille qui chante à côté, c'est normal, hein, c'est le soir. Ouais, pareil. Non, tu peux dire un outil de suivi de besoins pour recenser des besoins fonctionnels qu'on va pouvoir prioriser. Je remplacerai le suivi par synchronisation. Ouais. Par exemple, en fait, je ne vous dis pas, voilà, je ne vous dis pas qu'il y a une bonne réponse, en fait, mais que selon votre contexte, vous ne devriez pas dire Jira. Déjà, on ne supporte pas Jira, on est tous d'accord. Vous ne devriez pas dire Jira, vous devriez dire, et selon les cas de figure, c'est l'outil de synchronisation, et peut-être qu'il y a un autre contexte où c'est l'outil pour faire une liste, pour faire un aide-mémoire, pour ne pas oublier. Et dans un autre contexte, il y a des gens qui me disent bah, Jira, c'est parfait pour le management visuel. Donc, c'est l'outil qui nous permet de voir visuellement où est la somme du travail. OK? Ça met deux choses en évidence. C'est que selon les contextes, vous allez les. Enfin, moi, j'aime beaucoup qu'on ne dise pas Jira, ou prenez n'importe quel autre outil, c'est pareil. Hein. Qu'on dise à quoi il sert. Donc, c'est bizarre de faire des conversations en disant OK, on met ça dans l'outil de visualisation pour voir où est-ce que le travail s'effectue. Ça change tout. Tout d'un coup, on sait ce qu'on fait, ça donne du sens. Deuxièmement, ça met en évidence un défaut, c'est qu'un outil ne doit pas servir à trop de choses. Et si je décide d'appeler cet outil comme ça va être dur de dire aussi, et c'est aussi l'outil dans lequel on met la liste de toutes les demandes, et c'est aussi l'outil qui nous sert d'aide-mémoire, et c'est aussi l'outil qui nous sert à affecter les tâches aux gens, et c'est aussi l'outil qui nous sert à projeter. Et là, OK, peut-être qu'il y a un outil magique comme ça qui existe, mais on commence à percevoir le risque que l'on prend. C'est quoi un user story mapping? Justement, c'est pour ça que je disais à Alexandre, il faut réussir à l'expliquer simplement. User story mapping, c'est quoi la fondation de user story mapping? Si vous devriez dire, plutôt que de me dire on fait un user story mapping là. C'est un outil d'alignement entre nous pour voir un certain nombre de choses qu'on va faire ensemble.
Et éventuellement, après, peut-être en faire peut-être une priorisation, mais déjà se mettre d'accord sur de quoi on parle. Enfin, ça peut servir, comme tu le dis, à plein de choses, en fait. D'accord. Mais Mais à la là, base, j'y mettrais alignement. Si je devais mettre l'emphase sur quelque chose, ce serait à s'aligner et être d'accord sur de quoi on cause. alignement, je les vois les commentaires. Alignement de quoi? De notre Des- compréhension de ce qu'on va réaliser ensemble. Ouais, D'accord. moi, Donc je là, parlerais plutôt du point de vue de l'utilisateur. L'alignement sur ce que cherche hein, à accomplir l'utilisateur, par Et exemple. après, on peut rentrer dans les détails, c'est orienté utilisateur, on raconte une histoire, enfin, effectivement. d'accord. Mais peut-être que là, on a une conversation qui me convient. Peut-être que l'alignement de ce que cherche à faire l'utilisateur, je le vois plus en amont, avec d'autres outils en amont, parce que le user story mapping, pour moi, dans certains cas de figure, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, il peut y avoir plein de mauvaises réponses. Enfin, vous m'avez compris. Il peut y avoir différents contextes avec différentes réponses. Moi, je m'étais amusé, parce que je vous avoue, je les ai préparés, découper le travail de façon à pouvoir agréger un ensemble qui fait sens. Pour moi, c'est un outil tactique, c'est-à-dire, OK, on sait ce qu'on veut, mais on a besoin d'harmoniser notre point de vue sur comment on le découpe pour avoir des petits ensembles qui font sens pour valider au plus vite nos hypothèses. OK, mais tout d'un coup, on rentre le fait d'exprimer ça. Il peut y avoir plein d'autres. C'est ça, le user story mapping, c'est quand même une approche tactique qui nous permet d'avoir des petits ensembles qui font du sens, qui peuvent être un alignement sur les besoins utilisateurs. Pourquoi on veut des petits ensembles? Pour valider rapidement, pour voir si on va dans le bon sens ou pas. Donc là, tout d'un coup, on prend les décisions différemment. Tout d'un coup, oui, une compréhension commune du besoin. Il ne faut pas que ça fasse tout. C'est là où je dis peut-être que l'alignement utilisateur, il a eu lieu avant avec d'autres types d'outils, etc. C'est quoi l'intérêt de faire des PI planning et des quarterly planning? C'est quoi les fondations du PI planning et du quarterly planning? C'est pareil, hein. C'est juste des noms différents pour à peu près les mêmes choses. Ouais, on est d'accord, Valérie. Alors, je l'aurais dit différemment. Oui, voilà, le deuxième bout de phrase est. Alors, je vais lire les phrases pour Ouais. l'enregistrement. Trouver les dépendances et les régler en séance si possible. Donc, le PI planning, le quarterly planning sont des ateliers d'une approche agile à l'échelle. Et donc, il y a deux objectifs. La synchronisation, l'harmonisation de où on en est, ce que l'on veut et quoi, et limiter au maximum les dépendances. Vous voyez, l'exemple typique du truc de surface et du truc de fondation, c'est dans le PI planning, vous avez ce fameux tableau avec les pelotes de laine, là, les fils de laine qui montrent les dépendances, et les gens sont ravis de montrer les tableaux avec tous les fils. C'est la parade surface. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait beaucoup moins de fils. Donc, et vous, dans votre accompagnement, je ne vous dis pas d'arriver et de leur dire, ça c'est le sujet de comment est-ce qu'on le met en œuvre, parce que vous ne pouvez pas arriver et leur dire, la fondation, c'est limiter les dépendances. Vous allez passer pour un gourou taré qu'on n'écoutera pas, parce que les gens ont une appétence à l'outil. Mais vous devez savoir, vous, dans votre accompagnement, dans les questions que vous amenez aux gens, en fait, c'est ça que vous cherchez. Alors, selon le niveau de maturité, vous pouvez directement dire, l'objectif numéro 1, c'est limiter les dépendances. Si vous sentez que ce n'est pas possible, vous orientez vos questions sur la fondation que vous recherchez. Est-ce que là, il n'y a pas trop de fils? C'est à ça. Je ne vous dis pas d'arriver aux gens et de leur dire espèce de débile, travaille sur les fondations, sois clever un peu. Non, non, eux, ils ont plein de bonnes raisons. Ils sont dans leur boulot. Leur sujet, c'est pas ça. Leur sujet, c'est leur métier, qu'est-ce qu'ils délivrent, etc. Et donc, vous n'arrivez pas en mode missionnaire qui vient expliquer la vie. Selon, hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts à ça, mais vous le gardez en tête, c'est un outil pour vous. Le PI planning, en fait, le quarterly planning, ce qui m'intéresse, c'est la synchronisation. Donc, à partir de quel moment, un quarterly planning, il y a trop de monde? Quand la synchronisation n'a plus de sens. Ça ne sert à rien de faire un quarterly planning quand la synchronisation n'a plus de sens. Ça ne sert à rien de faire un quarterly planning où il y aura. J'allais vous dire, ça ne sert à rien de faire un quarterly planning où il y aura tellement de dépendances que de toute manière, ça sera ingérable. Si, ça pourrait servir pour montrer qu'on est dans le mur. Tiens, on s'amuse à un autre. Un backlog, c'est quoi les fondations? Qu'est-ce qu'il vous faut avoir en tête pour vous dire c'est ça le fondement? Qu'est-ce que je cherche avec un backlog? Qu'est-ce qu'on cherche avec un backlog? Définir où on va, non? Ouais.
Oui, oui. Puis j'ai vu le truc de Dan qui me semble très bien. Priorité. Thomas aussi. Prendre de l'information. Oui, il peut y avoir d'autres lieux dans vos approches pour prendre de l'information parce qu'un backlog, s'il est trop précis, il n'est pas lisible. Donc, le backlog doit être assez synthétique. Donc, c'est pas là, ou alors vous allez plonger dedans, etc. Mais moi, je dirais effectivement que c'est un truc qui fait la liste du travail qu'on a à réaliser. Je sais plus ce que j'avais noté. Je vais vous le lire. Je triche, mais je ne vais pas le lire. Parce qu'il faut avoir l'entraînement de pouvoir le faire à la volée comme ça. Je pense qu'il faut constamment s'interroger pour que peu à peu, ça se forme dans la... OK, donc le backlog, moi, je me dis, en fait, c'est la liste du travail à réaliser, mais tout l'intérêt, c'est qu'il soit priorisé et surtout qu'il soit unique. OK, et à partir du moment où on a ça, on se rend compte qu'il ne faut pas qu'il soit trop long parce que de toute manière, ça va trop bouger. Donc, moi, j'avais écrit, je suis désolé, j'y reviens quand même, faire une liste unique du travail à réaliser qui nous oblige à prioriser. OK, donc, c'est la liste unique, c'est l'entrée unique de la liste et qui nous oblige à prioriser. Quand on travaille autour du backlog, c'est ça qu'on se dit. Si le backlog est encore un élément d'actualité, je pense que ça commence à être obsolète. Mais je vous dis juste, on a parlé d'user story mapping avant, c'est un format qui est probablement plus intéressant qu'une liste à un backlog. Enfin, c'est beaucoup plus facile de détourner une liste à un backlog. Qu'est-ce que vous verriez d'autre? Sur quoi on pourrait s'interroger sur les fondations? Qu'est-ce qui vous vient? J'ai une liste à côté, mais je n'ai pas rempli. Je vous en dis un où je n'ai pas rempli. Les estimations. Si tant est qu'il faille en faire. C'est une discussion, enfin, c'est un échange justement sur de comprendre le taux d'embêtement à réaliser quelque chose. Alors là, Georges, tu me dis pas... Tu me dis ce qui se passe, tu ne me dis pas la fondation. Tu me dis il se passe une discussion. Non, tu m'as dit qu'il permet de comprendre, pardon? Ouais, de comprendre le taux d'embêtement à réaliser quelque chose. Et dedans, je peux y mettre beaucoup de choses. D'ailleurs, ça va dépendre de mon contexte. Mais d'essayer justement de se dire comment on va faire, se poser la question de comment on va le faire. Parce qu'on sait que l'estimation en tant que telle, c'est limité. Enfin, on sait que c'est un instant T, on sait des choses, sauf que justement, on va faire des choses et apprendre d'autres choses. OK, donc on est d'accord. On est d'accord et il faut faire un boulot de formulation pour que ce soit simple à formuler. C'est l'important dans les estimations, c'est la conversation entre les différents acteurs qui vont fabriquer pour que chacun puisse voir les risques, les difficultés et que chacun comprenne bien les tenants et les aboutissants. Donc, ce ne sont pas les estimations sont un alibi pour qu'il y ait cette conversation qui se joue. Par exemple, oui. D'accord, donc, quand on vous accompagnez des phases d'estimation, si vous le faites encore, et quand il y a différentes façons d'estimer, et le sujet, ce n'est pas le jour homme, ou enfin, si ça peut devenir un sujet, pardon, mais le sujet, ce n'est pas la virgule là comme ça, ou le sujet, ce n'est pas de faire une extreme quotation ou de faire un planning poker, le sujet, c'est est-ce que la conversation a lieu ou pas. Et d'ailleurs, je vous ai parlé d'extreme quotation, ce qui est une erreur de ma part. Vous voyez ce que c'est, extreme quotation? C'est les trucs où on fait des estimations très rapides. Ben là, justement, ce n'est pas la conversation là qui est important, parce que justement, on interdit la conversation. Donc, dans ce type d'estimation, ce qui est important, c'est de très rapidement... confronter le point de vue. Ouais, allez-y. Confronter le point de vue, en fait, justement, à travers le formalisme de Sota qui nous empêche de faire quelque chose, va nous amener à réfléchir autrement, donc confronter la vision qu'on en a. La fondation de l'extreme quotation, c'est de comprendre que l'on est bon à comparer les choses et de comprendre que l'on est mauvais à les estimer. Donc, c'est un atelier qui nous permet de très rapidement comparer plein de choses pour avoir une vision relativement correcte des différents éléments entre eux. Il y a aussi l'idée de gagner du temps en se disant qu'il ne va y avoir discussion que là où il y a écart d'estimation. Oui, donc la fondation derrière, c'est de bien faire comprendre que c'est la comparaison qui est importante et pas l'estimation en tant que telle. Je ne vois pas vos commentaires. Donc, il y a eu plein de commentaires sur l'estimation, sur le fait que ça peut servir à révéler des zones de flou. Savoir si une tâche est trop grosse, ça peut pouvoir la découper.
en valeur plus petite et plus rapide à livrer, déceler la possibilité d'angle mort. Je vois que quelqu'un a écrit bac à sable, bac d'affinage, bac prêt au départ. Donc ça, c'est des trucs de Claude. Ça parle à tout le monde, ces notions-là, ces propositions de Claude? Ouais? Non. Bon, donc on ne va pas en discuter des estimations là-dessus. Un event storming, vous en avez fait des event storming? Ça vous parle, event storming? Ou pas? Oui. Définis-le, quelle est l'intention? Ça serait quoi la fondation? Je n'ai pas écrit de réponse là, donc il faut que je réfléchisse moi-même. Comme ça, ce qui me vient, c'est créer un espace de partage pour que tous les participants puissent comprendre le fonctionnement de leurs produits. Oui, donc je lis vos réponses. Ça peut être effectivement, la fondation, c'est d'harmoniser le point de vue de toute la chaîne, enfin de tous les différents acteurs. Ça peut être une façon de voir l'event storming. On pourrait le voir différemment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse unique. Je pourrais dire aussi, ça va me permettre de voir tout le processus du produit, de la valeur, j'en sais rien, moi, qu'il traverse et de me permettre de découper intelligemment mes équipes. Non, c'est une connerie, ça, parce que je dis le quoi et je ne dis pas la fondation sur pourquoi je veux découper mes équipes. Ok, bon, donc quand je fais un event storming, je viens pour que les gens harmonisent leur point de vue et découvrent toutes les zones cachées qui appartiennent, que les autres voient et qu'eux ne voient pas. En fait, c'est vraiment harmoniser toute la chaîne, tous les processus autour de. Certains l'utilisent pour spécifier parce que tout d'un coup, ils ont une vision harmonisée, donc ils voient où sont les blancs, ils voient où sont les vides, ils voient où sont les coins où il faut travailler. Un moment, vous allez voir comment on va continuer. J'avais demandé justement je vais vous projeter autre chose. J'avais demandé à l'équipe Binex pour qu'on parle des fondations. Allez-y, écrivez-moi des choses dont vous avez été content. Ah oui, non, mais qu'est-ce que tu nous demandes, Pablo, des trucs qu'on a été content. Donc, vous le voyez, là, je vous ai sorti vos histoires, j'ai été content ou j'aimerais que. D'accord? Vous les voyez? Donc, la première, je crois qu'elle est pas mal. J'aimerais être content d'avoir mis en place un espace pour les managers chez mon client, que cet espace soit un lieu d'échange et d'apprentissage animé, facilité à terme par les coachs en toute autonomie. OK. Cette clinique a bu. OK, très bien. Bon, c'est pas mal parce que le besoin, il est sur la fondation. On a besoin d'un espace d'échange et d'apprentissage au niveau du management. Si on veut qu'il y ait une culture qui se mette en place, si on veut qu'il y ait les bonnes pratiques qui se mettent en place, je dirais surtout, si on veut régler des problèmes, prendre des décisions et qu'il y ait une culture qui se mette en place. Très bien. Est-ce que c'est agile? C'est cette question-là que je vais vous poser parce que je me rappelais du premier. Non, absolument pas. Est-ce que c'est un problème que ça ne soit… Pourquoi ce n'est pas agile? Alors déjà, ce n'est absolument pas un problème et c'est très bien. Hein, mais je voudrais rajouter aussi dans la conversation ce qui est du coaching classique et ce qui est du coaching agile. Le fait de vouloir créer un espace pour qu'il puisse y avoir des conversations entre le management, pour qu'ils harmonisent leur point de vue, qu'ils aient des regards de pair, une sorte d'intervision et pour qu'il y ait une culture qui se dégage de ça, très bien. Est-ce que c'est lié à une approche agile? Non. Est-ce que c'est une approche saine et intelligente? Oui. Alors, ça veut dire que ça serait quoi une approche agile? À partir du moment où vous me dites, comme on vit dans un monde qui ne cesse de bouger, concurrentiel, etc., et que l'on cherche à découper des choses en petits éléments pour pouvoir valider nos hypothèses et pouvoir rebondir, nous adapter, là, vous êtes dans une approche de la gestion de la complexité. Donc là, vous êtes dans une approche agile. Je vous demande juste aussi de vous poser la question, est-ce que je suis en train de faire de l'agile ou pas? C'est intéressant pour savoir si vraiment vous avez une appétence ou pas, ou c'est intéressant pour, par exemple, quand on tombe dans une entreprise qui est dysfonctionnelle, qui a besoin de devenir fonctionnelle, mais qui n'a pas forcément besoin d'agilité. Je ne sais pas si ça existe encore ça, mais OK, donc ça peut être une lecture de plus qu'on rajoute. La fondation, c'est une chose. Quel est le vrai besoin? Qu'est-ce qu'on essaye de faire et pourquoi on essaye de le faire? Et pas un truc de surface qui dit… Vous voyez, là, la personne aurait pu me dire je fais une communauté de pratique des managers. Je ne
Je vais préférer qu'elle me dise « je fais un lieu d'échange et d'apprentissage ». C'est ça qu'on cherche. Et ça peut prendre plein de formes différentes qu'une communauté de pratique. Je ne sais pas quelle forme ça prend d'ailleurs, mais je ne sais pas si je suis clair. Je prends le deuxième. J'aimerais être content de la planification des étapes de design sur mon projet pour les 2 prochains mois, de la bonne passation au prochain designer, du bon déroulé de ces étapes sur les 2 semaines. Alors là, on pourrait réussir tout ça et faire un truc catastrophique. À aucun moment, j'entends la fondation qui est derrière. Pourquoi est-ce que la planification des étapes de design sur mon projet pour les 2 prochains mois, c'est important de l'avoir? Pourquoi est-ce que ça ne me sert à rien d'avoir une planification qui va au-delà de 6 mois peut-être? Ou pourquoi j'ai besoin d'en avoir une régulièrement? Ou pourquoi c'est la question du design qui émerge là? J'ai besoin que vous vous posiez toutes ces questions tout le temps. Il faut se poser les questions tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi je fais ça? Quel est le but recherché derrière? Est-ce que c'est vraiment ce dont ça répond vraiment à la commande, ou je suis en train de faire plaisir à mon client, ou je suis en train de me faire plaisir à moi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de problème pour vous faire plaisir à vous, parce qu'à un moment, il faut se nourrir et ça vous aide à progresser, et donc ça va rendre service au client probablement et à l'objectif. Si vous ne faites que ça, il y a problème. Il n'y a pas de problème pour faire plaisir au client de temps en temps, parce que ça nous permet de lier de la confiance, et puis ça va peut-être aider la dynamique, et pour plein de raisons. Mais par contre, si ce n'est que ça et qu'on en oublie l'objectif, non, on quitte. Parce qu'on fait du mal si on nourrit que des choses de surface. Si on fait que des choses de surface au début pour lier confiance, il n'y a pas de problème. Mais il faut réussir à passer à l'étape d'après. Il faut vraiment voir ces accompagnements avec différents moments et qui peuvent être contradictoires. C'est un peu comme on a une jambe cassée, on met un plâtre. Moi, j'utilise cette image souvent, c'est pour ça que je vous la redonne là. Et à la jambe cassée, on met un plâtre. OK, pour l'instant, on va faire ça et ça et ça. Et ça aide. Par contre, il faut penser à enlever le plâtre. Il ne faut pas les laisser avec ça et ça et ça, qui ne sont potentiellement que des décisions temporaires. Donc, moi, je n'ai pas de problème si vous voulez vous faire plaisir. Je n'ai pas de problème si vous voulez faire plaisir au client. Il faut juste se questionner, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est temporaire? Là, le bon déroulé des 2 étapes sur 2 semaines, j'aurais aimé qu'on me dise qu'est-ce qui est clé là-dessous? J'ai été content de faire évoluer une demande initiale de formation agile à destination de manager vers autre chose, du co-développement managérial. Pourquoi? J'aurais aimé qu'on me dise, en plus, là j'imagine ce que je sous-tends derrière, plutôt qu'une formation top-down, j'entends qu'il y a du co-développement. Donc la notion derrière, c'est de l'autonomie. Mon objectif, c'est d'amener plus d'autonomie au management dans cette entreprise. Pourquoi de l'autonomie? Je vous dis, c'est les poupées russes, la fondation. Pourquoi de l'autonomie? Et là, on est dans une approche, on pourrait dire agile. Pourquoi de l'autonomie? Parce qu'on est dans un monde changeant constamment. Et si on veut une souplesse intellectuelle, une réactivité, un engagement, on a besoin de donner de l'autonomie aux gens. On ne donne pas de l'autonomie aux gens pour se faire plaisir ou pour être des philanthropes. C'est pour ça, agile égale capitalisme. Agile répond très bien aux besoins du capitalisme aujourd'hui. On est performant, on est rapide, on est adaptatif. Pourquoi on donne de l'autonomie? Pour être rapide dans la prise de décision. Pourquoi on donne de l'autonomie? Pour que les gens soient engagés à fond et pas désengagés. Donc là, plutôt que de me dire, tiens, plutôt qu'une formation, alors j'aurais aimé qu'on écrive, plutôt qu'une formation top-down, je veux mettre en place des outils qui favorisent l'autonomisation de l'apprentissage au sein du management, parce que l'autonomie va être une force dans ce monde changeant. Je suis content lorsque je réussis à lancer une dynamique de groupe avec mon client et que celui-ci réussit à la conserver après mon départ. Il s'approprie les rituels et les pratiques élaborées ensemble. Bon, c'est plus compliqué à expliquer là. Qu'est-ce que j'aurais cherché comme fondation? J'ai animé un user story mapping chez mon client. Les personnes du business n'ont presque pas participé. OK, bon c'est compliqué là. J'arrête mon partage. Je vais me lancer dans des trucs qui ne vont pas finir. OK, il me reste 10 minutes en fait. Essayez de faire l'exercice constamment de ne pas nommer. J'en arrive à penser qu'il ne faut plus nommer Scrum ou Kanban. Je ne vous dis pas, il ne faut pas faire de Scrum ou Kanban. Je vous dis, il ne faut plus les nommer.
pour réussir au bout d'un moment à dire, je pense que ça libérerait peut-être une charge cognitive, ça libérerait en tout cas dans le, on doit faire du Scrum, des product owners, des itérations. Non, écoutez, ce qu'on va essayer de faire, c'est tous les mois, on se pose, on se prend une demi-journée et on essaie de regarder ce qui s'est passé le mois dernier et on se dit, pour le mois prochain, on change au moins une chose. Si on en change trop, on n'en change aucune. On change au moins une chose. D'accord ? Et tous les mois, ou toutes les 2 semaines, on se montre ce que l'on a fait. Pas plus, peut-être au début. Et après, on va montrer des choses non finies. Enfin, on va montrer des choses, qui finalement deviennent autre chose. OK, en fait, idéalement, toutes les 2 semaines, on se montre des choses qui sont autoporteuses, qui sont finies. Comme ça, on pourra vraiment donner un vrai regard. Parce que si tu me montres un truc à moitié fini, mon regard, il n'a pas forcément beaucoup de valeur. Si tu montres un truc autoporteur qui est fini, là le feedback, il prend de la valeur. D'accord ? Et ce que l'on a observé, c'est, si je comprends bien, ça revient à mettre l'emphase sur le... Oui, très, très certainement que c'est ça. Mais où vous pouvez nommer les outils, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des phases... des gens ne sont pas prêts à entendre ça et des gens vont acheter la surface. Et il n'y a pas de problème. Je ne peux pas vous dire, parce que ça part très mal, que ça va finir mal. Des fois, ça part très mal et ça finit très bien. Donc, vous pouvez très bien partir avec faisons des daily Scrum et donnez-moi un backlog avec 2000 lignes. Allez-y, soit faisons-le. Mais vous, derrière, vous devez savoir constamment ce que vous recherchez. Qu'est-ce qu'on cherche avec le daily Scrum? La synchronisation. Quand vous regardez le daily Scrum se faire, on cherche la synchronisation, on cherche l'auto-organisation. Moi, dans le daily Scrum, je vais chercher l'auto-organisation. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dire à l'équipe. L'équipe se synchronise et puis elle décide entre elles ce qu'elle va faire. Ce n'est pas quelqu'un qui vient observer ce qu'a à dire l'équipe, ce n'est pas quelqu'un qui vient dire à l'équipe. OK, donc, on a besoin d'un point de synchro régulier. Et peut-être que dans synchro, vous sous-entendez, on décide de ce que l'on déclenche ou de ce que l'on ne déclenche pas. Donc, à vous de le savoir derrière quand vous accompagnez. Toujours, qu'est-ce que je cherche à faire? Alors, le mindset, c'est peut-être un peu éthéré, c'est peut-être un peu flottant, mais c'est peut-être ça. Enfin, en tout cas, j'essaie de le rendre concret. User story mapping, des petits morceaux, impact mapping, des chemins critiques. On ne les fait pas tous. Pourquoi on ne les fait pas tous? Parce que ça nous use du temps. Il y aura trop d'inconnus. On commence par ceux qui nous semblent les plus essentiels et on essaye de les valider ou de les invalider rapidement. On est dans l'approche agile. Je ne sais pas si c'est le mindset, probablement ce que vous appelez mindset aussi. Idéalement, forme très avancée de maturité, vous faites ces fameux open space, poussés par Dan Mesic, vous savez, l'open space agility. Pour ceux qui ont connu ça, c'est des espaces un peu libres où il y a des thèmes qui sont pris et les équipes travaillent par elles-mêmes pour amener des expérimentations dans les 2 mois à venir. Et le thème de ces open space, au lieu que ça, vous l'exprimez en fondation, en mindset, en principe. J'ose pas trop dire principe parce que dès que je dis principe, les gens ils disent « Ah oui, il y a les 17 principes du manifeste agile. » Non. Enfin, oui, mais non. Peu importe s'ils font partie des 17 du manifeste agile ou pas. Est-ce que c'est des principes cohérents avec ce monde changeant? OK. J'ai du mal là à vous dire où est la frontière, où n'est pas la frontière, mais ça, partez des principes. Comment est-ce qu'on se synchroniserait mieux? Parce qu'on a besoin de se synchroniser pour pouvoir chacun travailler ensuite mieux dans notre coin. OK, ça c'est une question très pragmatique à poser à des équipes. Plutôt que de dire, comment est-ce qu'on fait le daily stand-up? Non. Comment est-ce qu'on se synchronise mieux? Ou alors, plutôt que, pardon, c'est pas le bon exemple, au lieu de dire on fait un quarterly planning, on a besoin d'un espace où toutes les équipes se synchronisent pour ensuite, et qu'on voit qu'on n'ait pas trop de dépendance pour ensuite être libre de travailler plus simplement chacun dans notre coin. OK. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ça? Comment est-ce qu'on fait pour... Comment est-ce qu'on fait pour prioriser la liste des demandes
parce que comme ça, on aura une vision plus claire sur ce qu'on est capable de délivrer à 3 mois. Parce qu'on pourrait voir ça aussi dans le backlog. Si on réussit à avoir une liste unique et qu'on a une cadence qui émerge, on est capable de répliquer cette cadence. Oui, avant de filer, vous mettez vos feedbacks. Ce que j'aimerais avant tout, si vous êtes mon équipe de coach, mon avec des guillemets, coach, Scrum Master, facilitateur, peu importe, j'essaie de vous dire que ces questions, je pense qu'il faut se les poser constamment. Quand je dis constamment, c'est tout le temps. Pendant l'accompagnement, c'est qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire? Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite le faire. Et des fois, on va se rendre compte qu'il faut attendre. Des fois, on va se rendre compte qu'il faut mettre un plâtre, comme je vous le disais, qu'il faut prendre du temps. Des fois, on va se rendre compte que… Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est abordé, c'est qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qui est derrière? Est-ce qu'ils sont en train de demander un truc qui est pour répondre à ce monde complexe et donc ils sont en train de demander un truc dit agile, ou est-ce qu'ils sont en train de demander une amélioration très saine qui n'est pas forcément liée à l'agilité? Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander? Où est le point clé? Est-ce qu'ils se dirigent vraiment par le point clé? Est-ce qu'ils évoquent le point clé, cette fondation? Est-ce qu'ils évoquent l'intérêt de prioriser et de ne pas partir sur 10 choses en parallèle? Est-ce qu'ils évoquent l'intérêt de cette auto-organisation des équipes? Est-ce qu'ils évoquent l'intérêt de ne pas aller trop dans le détail parce que c'est du temps perdu et on a besoin d'être dans l'action, de délivrer, de mesurer, une boucle de feedback pour avancer? Est-ce qu'ils l'évoquent? Est-ce que c'est dans leur tête? Est-ce que c'est dans ma tête? Comment est-ce que je leur dis ça? Comment est-ce que je leur dis simplement? Est-ce que je dois passer par des phases d'outils bêtes et méchants pour pouvoir les interroger, pour ramener à ce qui est essentiel, ou est-ce que je peux directement leur poser la chose essentielle? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire plaisir à leur proposer un atelier super cool avec des Legos parce qu'il a l'air sympa quand même et qui n'amènera strictement rien, mais quand même ça me fera du bien et ça me permettra de respirer dans cet accompagnement qui est quand même super dur et donc j'ai raison de le faire, ou non, là je suis en train de pousser un peu le bouchon un peu loin, je fais un peu n'importe quoi et je commence à être happé par que du n'importe quoi et je ne sers à rien. Et je devrais penser à changer. Oui. Pablo, je te coupe, tu as une question, je te propose peut-être d'y répondre pour conclure et ensuite on s'arrêtera là si ça te va. Il y a une question de Greg qui dit « Et comment tu partages, si c'est nécessaire, sur la transparence, l'inspection et l'adaptation avec des personnes qui ne connaissent pas Scrum? Par exemple, idem sur les valeurs, ou est-ce que ce n'est pas ça les fondamentaux ?» La transparence, c'est un mot compliqué. Il y a plein de gens qui pensent que tout le monde peut aller voir dans ma salle de bain comment je m'habille. Non, la transparence, on ne montre pas tout. On montre tout ce qui est… Pardon, Pablo, tu allais réfléchir. Non, attends, je réponds. Si tout le monde est au courant de ce qui se passe, tout le monde réagira plus rapidement et tout le monde anticipera les choses. On est d'accord? Oui, non, bon. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe? Qu'est-ce que vous proposeriez? OK, alors, on peut proposer… on peut proposer des démos, on peut proposer du management visuel, on peut proposer d'autres choses. Donc, mais là, tu parles de transparence pour voir l'inspection. Là, tes notions d'inspection et d'adaptation, c'est finalement des réponses déjà. C'est des réponses à quoi? La fondation, c'est que si on pousse trop loin les choses, on prend beaucoup de risques. Si moi, je m'amuse à développer un truc d'1 an et que je le sors, je prends le risque d'1 an, de m'être trompé pendant 1 an, ou d'avoir réussi pendant 1 an, mais je prends un risque de 1 an. Si je sors quelque chose en 2 semaines, je prends un risque de 2 semaines. Et si je cumule, laissez-moi calculer, 24 fois, grosso modo, ou 25 fois 2 semaines, j'arrive à 1 an. C'est mieux de cumuler 25 fois 2 semaines que de prendre 25 fois le risque de 2 semaines qu'une seule fois le risque de 1 an. Quel risque veut-on prendre? Ça va dépendre du contexte, mais la fondation, elle est là. Quel risque on veut prendre? Et si on a la capacité à sortir des choses beaucoup plus régulièrement, on aura la capacité de l'adapter et de le fameux maximiser nos choses. C'est ça qui se joue. Donc, quand on a un discours sur « vous inquiétez pas, nous, on fait du delivery tous les 15 jours avec notre CI/CD », des fois, c'est complètement déconnant, des fois, c'est super. On sait que la qualité vient avec la régularité. Mais peut-être que sortir un truc tous les 15 jours, pour sortir un truc tous les 15 jours, n'a pas de sens.
La fondation, c'est quoi? La fondation de sortir, d'avoir une CI/CD. La fondation d'avoir une CI/CD, c'est l'important, c'est d'être toujours en état de pouvoir livrer. On travaille sur quelque chose qui fonctionne tout le temps. Donc, on ne travaille pas sur quelque chose qui est cassé, qui aura plein de répercussions, et finalement, c'est un plat de spaghettis, et ça, il y a ça, et ça, il y a ça, et on le découvre après. Non, c'est toujours en bon état. L'intérêt d'une CI/CD, c'est effectivement, potentiellement, livrer dès que ça fait du sens pour le marché, pour avoir un feedback, pour apprendre, pour s'adapter. Peut-être que c'est tous les 15 jours, peut-être que c'est tous les jours, peut-être que c'est tous les 15 secondes, peut-être que c'est tous les 6 mois. Et on se pose cette question comme ça. On pose la question de à quel moment on prend un risque de ne pas le montrer, à quel moment ça vaut le coup de le montrer. Et si on attend 1 an, il y a un gros risque. Il y a un gros risque qu'on ne trouve pas notre marché, que la solution ne marche pas. Si on le fait tous les 5 jours, on prend peut-être le risque de saturer, d'énerver nos users, peut-être pas. Donc, ce n'est pas inspection, adaptation, c'est la fondation de l'adaptation, c'est si on est capable de… Enfin, on sait qu'on n'est pas capable de prévoir trop de choses. Donc, on sait qu'on doit se mettre en ordre de marche pour s'adapter constamment parce que des choses vont changer. Donc, la fondation agile, c'est toujours la même. Faut pas aller, ça ne sert à rien d'aller trop loin avant d'apprendre de notre hypothèse. C'est ça que l'on cherche à faire. Parce que ça va coûter trop cher, on va prendre trop de risques, il va y avoir une surcharge inutile. Et quand on dit qu'on maximise la valeur et qu'on minimise le travail, c'est ça. Ce n'est pas qu'on travaille moins, c'est qu'on travaille sur… On a besoin de valider ou d'invalider ce que l'on a fait beaucoup plus régulièrement pour éviter du risque de surcharge, de gras, de trucs en trop, de non-réponse au marché, etc. etc. Donc, je ne le traiterai pas sur inspection, adaptation ou transparence. Si tout le monde voit tout ce qui est en train de se passer, on n'a pas la peine de manager. Les gens réagissent par eux-mêmes. C'est ça que l'on essaye de faire. Bon, ouais, voilà, je n'ai pas été clair tout le temps. J'ai pris plein de trucs, de passages, etc. C'est très embrouillé, mais vous prenez ce que vous voulez. Vous voyez l'idée. Ah oui, il est 20h03, il faut que j'arrête. Voilà, sur cette bonne parole, je propose effectivement qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, Pablo, d'être venu ce soir nous partager. Oui, c'était chaotique, Gwen. Merci.